Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi El Aouni. Comme chaque mercredi, spécial Marocain du Monde avec Mohamed Zouak. Et ce mercredi, nous allons revenir sur un sujet qui continue à raviver de vives tensions, la spoliation foncière au Maroc. L'Association pour le droit et la justice au Maroc a tenu une conférence à ce sujet la semaine dernière pour dresser un bilan. Et le constat est édifiant. Des centaines d'affaires seraient dénombrées encore aujourd'hui. Des propriétaires de maisons, de terrains, d'immeubles se voient voler leurs biens en toute impunité. En décembre 2016, le souverain avait adressé une lettre dans laquelle il avait appelé à combattre le fléau de la spoliation foncière. Il avait donné ses directives au ministère de la Justice et des Libertés pour prendre sérieusement en main ces dossiers. Quelques jours plus tard, une réunion se tenait à Rabat entre le ministre de la Justice, la Cour de cassation et les professions judiciaires. Un an plus tard, où en sommes-nous ? Eh bien, des vies sont toujours brisées, des dossiers sont toujours en instance, des affaires traînent inlassablement dans les tribunaux du royaume. Ce que beaucoup dénoncent, c'est une loi qui pour eux ne les protège pas, la loi 3908. Nous allons en parler avec nos invités. Avec nous aujourd'hui, Moussa El Khaï, il est juriste, conseil de l'ADJM, l'Association pour le droit et la justice au Maroc, et deux victimes, Faisal Kimia et Abdelhaï Oukachi, qui vont nous raconter leurs histoires. Bonjour Mohamed. Bonjour Fathia. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Alors c'est un dossier qu'on suit de très très près depuis de nombreuses années. Nous y revenons régulièrement ensemble dans le mercredi. On avait consacré il y a déjà un an où on avait eu des histoires terribles de gens qui racontaient ce qui leur était arrivé. Forcé de constater 12 mois plus tard que rien n'a changé. Oui, malheureusement, et c'est une affaire ou c'est des affaires assez dramatiques à double titre. Premier, c'est évidemment en termes de justice, puisque le droit à la propriété est un des droits fondamentaux. C'est ce qui fait les fondements même d'un État. On a besoin que justement l'État protège la justice, l'État protège notre droit à la propriété, sinon il n'y a plus de confiance dans les structures de l'État. Le deuxième titre, c'est par rapport aux héritiers, et notamment les Marocains résidents étrangers qui sont loin, dont la deuxième génération, troisième génération, donc ces enfants de Chibani, on va dire, ou ces enfants de la première génération qui ont été victimes de spoliation immobilière. Imaginez-vous, pour ces jeunes qui sont souvent binationaux, très souvent binationaux, qui connaissent le Maroc que via les vacances d'été, et bien évidemment quand ils viennent et qu'ils voient que leurs parents se sont fait spolier, ou si leurs parents sont décédés, quand ils doivent gérer un héritage très compliqué avec de la spoliation immobilière, des faux en écriture, des vols de propriétés foncières immobilières, évidemment la confiance envers le pays est rompue, et le risque c'est qu'évidemment il y ait un délitement de ce lien qui est extrêmement important pour le Maroc avec sa diaspora et notamment les nouvelles générations. Et donc c'est ce côté dramatique de ces affaires-là, et c'est important de pouvoir faire des piqûres de rappel et essayer de dénouer les fils de cet imbroglio juridique pour nos Marocains étrangers, Marocains d'ici, et même parfois aussi des étrangers qui ont acquis des biens immobiliers il y a quelques dizaines d'années. Alors Moussa, je rappelle que vous êtes juriste et aujourd'hui vous êtes un homme plus qu'en colère. On va, avec nos invités, chacun va nous raconter son histoire. Elles sont toutes les deux terribles. Juste avant de rentrer dans ce plateau, ce que vous me disiez, et là nous allons être sur le volet humain, il y a ces affaires de terrain, de maisons spoliées. Vous n'en pouvez plus aujourd'hui Moussa, parce que les choses sont allées trop loin pour vous, parce que ces personnes, et vous-même d'ailleurs, vous êtes menacés de mort. Oui, sincèrement, et les menaces de mort datent depuis plusieurs années. D'ailleurs, une plainte a été déposée en bonne et due forme. Et ils ont menacé de mort un avocat aussi, plusieurs avocats, puisque ma patronne, Maître Saunier, elle aussi, lorsque vous recevez sur Facebook, dans une page qui On peut voir qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a des photos que je voudrais pas montrer, mais il y en a d'autres que je pourrais montrer. Lorsqu'on reçoit... D'accord, on va vous les montrer, parce qu'on va les filmer. Maître Lhalimi qui est satanique alors que c'est un avocat pour moi qui est noble. S'il y en a un qui représente la justice, s'il y en a un qui représente le Marocain dans le sens le plus noble, c'est bien lui.
je ne fais pas d'affaires avec Maître Lemi. Je parle de l'homme parce que je le connais. Parce que tout simplement, lorsqu'on vient défendre un orphelin et qu'on vient à 60 audiences, quand on parle d'une audience pour un avocat, je m'excuse, le volet économique est très important. Pourquoi ? Parce que la mafia, c'est sa première force, c'est de nous user physiquement, financièrement, moralement, psychologiquement, jusqu'à la folie. Certains sont devenus fous. Je ne veux pas commencer à citer de noms. Mais vous avez un témoin ici, il est encore en chair et en os. C'est quelqu'un qui, depuis 10 ans, dans une maison où il est né, où il a grandi, où il a vécu, où il s'est marié, où ses enfants y sont nés, aujourd'hui, il vit chez un monsieur qui dort en prison. Et si demain, ce monsieur en prison, il décède... Qui a acquis le bien immobilier de manière frauduleuse. Bien entendu, frauduleuse, et avec des faux flagrants honteux d'ailleurs. Eh ben, ce monsieur-là, demain, il aura affaire à des dizaines de co-héritiers qui sont éparpillés de par le monde. Ça veut dire qu'il n'aura jamais sa maison. Je le dis tout de suite. Faisal, si ça continue comme ça, si ce monsieur venait à disparaître... Pour les auditeurs, Moussa, demandez à Faisal, et si vous pouvez nous raconter brièvement, parce que l'histoire est très très longue, parce que ça fait des années que ça dure, vous avez été spolié de votre propre maison, la maison où vous êtes né, la maison où vous avez grandi. De quelle manière ça s'est fait ? En quelle année ? Alors, effectivement, j'ai été spolié par une bande mafieuse casablancaise avec un notaire, je peux le dire parce qu'ils sont jugés. On va pas dire le nom. Non, pas les noms. Notaire, conservateur et un médecin, un éminent médecin de Casablanca qui a une clinique. Alors ces messieurs-là, ils ont fait ce qu'on appelle une copie collationnée. C'est un contrat qu'on collationne. Ça a été prouvé que c'est faux. Ils ont été jugés en première instance. Mais le volet le plus intéressant, c'est que quand j'ai appris ça, c'était le 9 décembre 2011. Et depuis ce jour-là, ça a commencé les vraies catastrophes de ma famille, de ma vie, les menaces de mort, menaces de kidnapping. Je suis membre d'une famille MRE. J'ai ma mère et ma soeur qui habitent en Suède, qui ne croient plus en notre justice et au Maroc. J'ai mon frère qui est à Miami et qui lui aussi ne croit plus. Même qu'il a été... Il a rencontré Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Il l'a remercié. Il n'a pas osé se plaindre. Il a remercié Sa Majesté pour la lettre royale qu'il a envoyée à Miami. À Miami, oui. Vous vous rendez compte que Sa Majesté lui a posé cette question, lui a dit, alors vous en êtes où ? Est-ce que votre problème est résolu ? Il lui a dit, non, Majesté, notre dossier est toujours dans les tribunaux. Eh bien, Sa Majesté lui a dit, vous pourrez me remercier quand votre dossier sera clôturé à 100%, résolu 100%. Où j'en suis aujourd'hui, je suis endetté. Votre maman, excusez-moi, votre maman est partie à cause de tout ça ? Oui, elle ne peut plus vivre ici. Elle aussi, elle est menacée, elle est malade. Je suis le seul aujourd'hui à croire encore à notre pays, à notre justice. Mais ma mère est très malade à cause de ces problèmes. Ma soeur, mon frère, personne n'y croit plus. Je suis toujours, comme on dit, à niveau zéro. C'est vrai. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien pour vivre, je n'ai plus rien. J'ai été spolié entre-temps par un associé. Je ne vis plus que sur des crédits. Mon entreprise est en faillite. Et aujourd'hui, encore pire, après le premier jugement, où ont été jugés notaires, médecins et conservateurs à 10 ans de prison ferme avec annulation des actes frauduleux, ben pire encore, je me retrouve avec une hypothèque saisie d'1,4 million en faveur de la banque et saisie en faveur des impôts. Ça veut dire que je suis à 3,3 millions de saisie sur un bien qui ne m'appartient plus, où j'habite, où je suis toujours menacé de kidnapping, de mort et d'expulsion. Pour que vous vous taisiez ? C'est ça les menaces ? C'était ça. Et au début, on m'appelait. D'ailleurs, j'avais porté plainte. On m'appelait au téléphone que je devais arrêter. Je ne devais pas me porter plainte. J'avais été chez l'ancien procureur général. Il m'a jeté dehors. J'avais été voir l'ancien chef de la police criminelle. Il m'avait jeté dehors. Quoique, par la suite, les enquêtes ont prouvé le faux. Il y a eu poursuite, il y a eu instruction, il y a eu un premier jugement. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas, Mohamed, c'est-à-dire que si l'affaire a été jugée en tout cas pour le premier bien, d'accord, donc on vous donne raison en quelque sorte,
Mais les galères continuent, c'est-à-dire que sur le papier, le verdict, il y a eu un verdict et que rien n'est fait par la suite. Parce que pour que l'administration concernée par les titres fonciers, la conservation, il lui faut un jugement définitif. Et vous savez bien que ces mafias-là ont tous les pouvoirs pour pouvoir faire durer. C'est ce qu'on appelle les procédures. Ça dure. Et donc, par conséquent, ils vous usent. Alors, il se trouve que Faisal habite à Casablanca et qu'il a un avocat qui est gentil et compréhensif, parce que un avocat qui se déplace dans un tribunal à 60 reprises pour une audience qui est reportée, vous imaginez que étudier le dossier, ça demande une journée avant. L'audience, une journée, ça fait 2 jours. Vous multipliez ça 2 jours par 60, ça fait 120. Cet avocat a coulé le cabinet. Donc, c'est très clair. Économiquement parlant, c'est pas viable. Donc ils ont essayé par ce moyen. Alors entre les menaces de mort, entre les moyens financiers où ils usent ou ils abusent, et puis plus que cela, lorsqu'on arrive à créer une loi spoliatrice sur mesure, ça veut dire qu'il y a un complot, un grave complot. Alors on va y revenir dans un instant, Moussa, si vous le permettez. On va vous enchaîner pour vous dire qu'il y avait une réflexion dessus et qu'il y avait une vraie stratégie de nuisance pour le Maroc qui est très grave. On va revenir sur cette fameuse loi qui est beaucoup dénoncée, mais juste avant on va écouter, si vous le permettez, l'histoire de Abdelhaï. Alors vous avez acheté en 2009 2 terrains. Et un beau jour, vous vous appelez... En 1989. En 1989. Ben, j'ai dit en 89, c'est ça, hein? En 1789. L'escroquerie et la spoliation. La spoliation. C'est-à-dire qu'un beau jour, vous allez sur votre terrain et vous vous rendez compte que sur le terrain, il y a une construction qui débute. Exactement. Et que faites-vous? La première chose que j'ai faite, j'ai appelé le gars qui construit sur mon terrain. J'ai dit comment ça se fait que vous construisez votre villa sur... j'ai dit acheter à M. Oukachi Abdelhaï. Je sors ma carte d'identité, je lui dis Oukachi Abdelhaï, c'est moi. Elle dit non, c'est moi j'ai acheté, c'est pas vous, je n'ai jamais fait de transaction avec vous. Je lui dis arrêtez vos constructions parce que vous êtes en train de construire et essayez de voir qui est ce fameux Oukachi à qui vous avez acheté le terrain. Rien. Inexistant. Donc, vous déposez plainte? Je dépose plainte la semaine d'après, et depuis c'est la galère. C'est la galère. Mais j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Un simple citoyen, vraiment aucun. Au début, on me disait, bon, ça va se régler, mais boni ala batil fahoua batil, parce que la carte était fausse. Moi, j'étais content. J'ai dit, ça va se régler. Moi, je suis un honnête citoyen qui sert son pays, qui est rentré de France pour servir son pays. J'ai investi. Tout le monde va, tout s'arrange. Rien. Tout est en faveur de spoliateur. Tout est en faveur de ce imaginaire, de ce vendeur imaginaire. Et moi, je galère. Je sais pas, je suis... Et vous pareil, hein, comme Faisal, ça a complètement détruit votre vie. Oui, ma famille est complètement disloquée. Parce que moi, mes choix, ils sont tous remis en cause. J'ai la gorge serrée parce que vraiment, c'est dramatique. C'est dramatique. En fait, vous êtes rentré au Maroc avec votre famille, c'est ça? Bien sûr, exactement. Donc pour investir votre femme et vos enfants. Oui, pour essayer d'être dans mon pays, le servir. Et mes parents qui étaient là, donc c'était un peu vraiment... renouer avec... c'est un choix que j'ai fait sur... c'est mon pays. Et aujourd'hui, aujourd'hui, là, ma famille est complètement disloquée, elle est ébranlée. Et la pire des choses, c'est que, c'est pas vous qui avez vendu, mais c'est vous qui allez payer les impôts. C'est ça qui est dingue. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le fisc vous réclame l'impôt sur le bénéfice de la vente immobilière, les plus-values de la vente. Puisqu'ils estiment que vous avez vendu votre terrain à un certain prix, et donc ils vous calculent, alors que vous n'avez pas vendu, que c'était un faux en écriture, et que vous n'avez ni reçu d'argent, ni voulu vendre votre terrain. Combien vous réclamez? 5 millions de dirhams. Plus de 5 millions. Quelque chose que vous n'avez pas vendu, que quelqu'un d'autre a vendu, qui lui ne paiera pas, puisque du coup, personne n'a de papier. Mon laboratoire est hypothéqué, tous mes biens sont hypothéqués, je suis inexistant. Sur certains plans, on dit tu usurpé. Mes biens sont hypothéqués, qu'est-ce que je deviens? Moi, je moins que rien. Moins que rien, c'est dramatique. Moi, je ne peux pas pleurer devant. Comment le vit votre famille? Ma famille est complètement éparpillée. Il vous reproche en fait ce choix du retour au Maroc. Mais bien sûr.
Moi, cause de ce problème qui est fier immobilier. de mon pays, qui est fier de servir ce pays. Mais maintenant, je me retrouve tout seul contre tous. Vos enfants et votre femme aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont retournés vivre en France. Exactement. On peut parler de cette fameuse loi. De nombreux articles, en fait, disent que c'est en faveur des spoliateurs. Cette fameuse loi, c'est la 3908 qui, dans son article 2, stipule clairement que même si votre bien est correctement immatriculé à la conservation foncière et que la transaction s'y rapportant a été basée sur un faux, vous le perdrez au profit d'un acquéreur de bonne foi si jamais vous ne vous rendez pas compte au bout de 4 ans, et ce à partir de la date d'immatriculation du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, je remercie pas souvent le ministère de la Justice, mais en tout cas, je remercie Ramid d'avoir été honnête. Je ne vais pas dire pour une fois, il a été honnête. Et en plein Parlement, il a bien attiré l'attention de tous les citoyens marocains et tous ceux qui vivent au Maroc. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui investissent au Maroc, qui aiment le Maroc. Le Maroc est un pays qu'on aime. Et il leur a dit tout simplement, clairement, et à haute voix, hein, c'est pas en silence, vous connaissez sa fougue et sa voix qui porte, qu'il leur préconise que tous les 4 ans d'aller voir leur titre foncier afin de s'assurer que leur titre, leur maison, leur bien leur appartient. Ce qui est une catastrophe pour les investissements. Ça veut dire que tous les Marocains aujourd'hui, propriétaires d'un bien immobilier, sont en sursis s'ils ne vérifient pas tous les 4 ans que leur appartement, leur maison, leur terrain, leur immeuble leur appartient bien. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est inquiétant. En tout cas, moi, c'est plus qu'inquiétant. Ça veut dire que au moment où nous parlons aujourd'hui, quel que soit, aujourd'hui on parle des Marocains résidant à l'étranger en particulier, parce que eux, comme le rappelait Mohamed, ils sont pas là tout le temps. Ça veut dire que moi, Mohamed, enfin tout le monde, si on ne vérifie pas que notre bien est toujours à notre nom tous les 4 ans, quelqu'un d'autre peut le racheter ? Alors, je vais vous même. C'est pas possible. C'est pas ce que dit la loi. Mais non, c'est pas possible là. Alors, je vais vous dire que c'est possible. Alors, ceux qui défendent cette loi vont venir vous dire, mais vous savez, on a créé des petites, des mesurettes. Et moi, à un moment donné, j'avais dit, c'est des rustines. J'avais dit, c'est du bricolage. Pourquoi ? Parce que on nous a dit qu'on pouvait contrôler nos titres fonciers par Internet. Je viens de perdre mon papa il y a 2 mois. Nous n'avons pas encore, merci beaucoup Lala. Ma famille, mes frères et moi, nous sommes aussi éparpillés. J'ai des sœurs qui vivent à Londres, en Espagne, etc. Il faut qu'on se retrouve pour que ce bien puisse nous appartenir. Aujourd'hui, il appartient à un défunt. Il se trouve que si quelqu'un va sur ce titre foncier et fait ses petits trafics habituels, avec mes frères et sœurs, quand est-ce qu'on va s'apercevoir que cette manigance a été faite ? Ça sera trop tard. Moi, je trouve simplement une chose, c'est que le gouvernement, et j'allais dire majoritairement, tout compris, tout parti politique, à qui on les a suppliés de s'arranger cette loi. Pourquoi ? Parce qu'elle est inique, cette loi. Elle est très simplement inique. Pourquoi ? On roule avec des voitures françaises ou allemandes. On a des télévisions japonaises ou coréennes. On monte dans des avions américains ou français ou du moins européens, etc. Et lorsqu'on veut créer une loi, on crée une loi spécialement marocaine. 4 ans. Aucun pays au monde, et je tiens au défi qui veut. Elle a été votée quand, cette loi ? Elle a été votée en catimini. Alors quand je dis en catimini, fin 2011. Alors, lors de la transition gouvernementale, le passage. Ça a été fait exprès. Moi, je dis que ça a été fait exprès par une très petite minorité de parlementaires qui, sincèrement, j'en suis pas sûr et je ne veux pas que des plaintes apparaissent parce que, malheureusement, nous qui défendons les victimes, dès qu'on dépasse un petit peu la ligne rouge, on se retrouve avec des plaintes pour diffamation, parce qu'il faut quand même pas savoir, c'est qu'un de vos confrères, un grand monsieur de la presse marocaine, un grand patriote, celui qui a donné sa vie pour le Maroc, s'est retrouvé avec une plainte de gens qui étaient déjà en prison et qui aujourd'hui sont multirécidivistes. Qui ont attaqué le média. Oui, le média en question. Donc, en plus qu'il faut qu'on se défende, mais il faut qu'on fasse attention. En plus des menaces de mort, il faut qu'on fasse attention. J'ai pas compris où on est avec nous, où on est contre nous. En tout cas, nous, on est Marocains. Il n'y a pas de doute là-dessus. À chaque fois qu'on veut défendre, je m'excuse d'y revenir parce que ça me travaille. Vous êtes une association de collants. Vous salissez l'image du Maroc. Vous ceci. Mais il n'y a pas plus marocain que moi. Je suis né en France et
Mohamed ici présent, mais tous les Marocains qui me connaissent, il n'y a pas une année où je ne fais pas une manifestation d'une semaine où je mets le Maroc, le vrai Maroc, le Maroc des nobles, le Maroc des valeurs, pas le Maroc des corrompus. Pourquoi vous vous trouvez obligé de justifier votre marocanité merci de le dire, merci, parce qu'on n'arrête pas de nous dire et de nous montrer du doigt que nous sommes... Parce que vous défendez parce que nous défendons des victimes, on nous dit qu'on défend des juifs, on défend des colons, mais c'est pas vrai. Kimia est marocain, Okeshi est marocain, Monsieur Abdel Jalal, qui est Brahim, qui a 74 ans aujourd'hui, et qui vit dans la rue, je vous le dis tout de suite, c'est le jardinier d'Antibes. Mais j'aurais pu vous emmener des centaines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais vous savez, vous parlez de dossiers, il y a 37 dossiers. Voilà, c'est aujourd'hui les arguments. Les arguments ont lieu, on réduit le nombre d'affaires, mais il suffit qu'il n'y ait qu'une seule affaire, et c'est une affaire de trop. En réalité, c'est plusieurs centaines de dossiers de spoliation. Combien il y a de dossiers d'ailleurs? Sincèrement, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis très méchant avec ceux qui m'appellent, et je vois sur Facebook, je ne prends plus aucun dossier. Donc je vous le dis dans votre antenne, mais parce que prendre un dossier pour ne pas le traiter, c'est absurde, c'est faire du mal à la personne. Donc je le dis officiellement, je ne prends plus aucun dossier. Et j'en prendrai un autre le jour où je verrai qu'il y a un dossier qui est sorti. Ça veut dire que mon travail porte. Mais si mon travail porte pas, moi je suis pas là pour entasser les affaires. Et de toute façon, quand on vous dit que, à un moment Rami a dit, au bout de 3 ans, les dossiers seront traités, mais c'est pas vrai. Le dossier sans victoire, c'est 70 ans. Et souvent, ce sont des gens qui sont très haut placés, qui sont impliqués dans ces dossiers. Je le dis. Il y a des gens très haut placés qui sont impliqués et qui font souffrir des petites gens, des immigrés qui sont partis pour un monde meilleur, pour venir, parce que tout simplement, tous ces gens-là sont revenus au pays. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui Moussa, sont... combien il y a de dossiers? Moi, officiellement, l'association en a 488, mais de vous à moi, il n'y a pas que l'association ADGM, il y a d'autres associations. De victimes. Et il y a ceux qui n'ont pas pu aller joindre la presse. Alors vous savez, on a fait signer des contrats par des morts. On a fait à des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, on leur a trouvé des enfants. Mais c'est terrible. On a fait ouvrir les conservations les dimanches. Quand vous voyez les tampons, quand on cherche, les gens trafiquent une date, mais ils se rendent pas compte que le 6 novembre 1963 c'était un dimanche, etc., etc. C'est terrible. Rappelons qu'en fait c'est une organisation, c'est un système, un réseau organisé avec plusieurs intervenants. Dans ce réseau organisé de spoliateurs, il y a des personnes qui sont en prison, qui ont été déjà condamnées. Il y a des personnes qui sont encore poursuivies en état de recherche, même certaines personnes, je crois. Donc on est face en fait à un réseau organisé, et en fait c'est toujours les mêmes noms qui reviennent dans les différentes affaires. C'est comme ça, d'ailleurs c'est comme ça qu'on a pu comprendre. Moi au départ je ne suis pas spécialisé dans la spoliation, moi c'était le droit des affaires. Mais un jour on m'a remis ce dossier entre les mains. On m'a mis un dossier entre les mains et je me suis dit tiens c'est un dossier très facile, je vais arriver chez le procureur à Casablanca et on va faire annuler tout de suite cet acte parce qu'il a été rédigé pas par un notaire français, il a été rédigé, c'est un faux. Et donc venant avec ce droit-là, je me suis aperçu que c'est là où j'ai mis les pieds, et ça fait une dizaine d'années maintenant. Donc pour un acte tout bête, tout méchant, qui avait bourré de fautes, parce que le nom du notaire comportait une faute, et le notaire français me disait mais monsieur, moi lorsque j'écris mon nom, minimum c'est de ne pas me tromper sur mon nom. Vous imaginez que par exemple ils se sont trompés sur le code postal. Marseille c'est pas 75 000, c'est 13 000 pour ceux qui connaissent la France. Des bêtises, c'est des dossiers très faciles. Ce qui me rend enragé, c'est que au Maroc, sincèrement, j'ai côtoyé toutes les administrations et je veux ici leur tirer mon chapeau. La majorité des fonctionnaires de la justice et de la police marocaine sont des gens formidables, de compétences, de gentillesse, de professionnalisme, incorruptibles. Et il y a une petite minorité qui salit toute la profession et qui salit l'image du Maroc. Sincèrement, je leur souhaite l'enfer. Alors, vous avez publié un communiqué suite à la conférence qui s'est tenue la semaine dernière. Et c'est un appel que vous lancez, clair, net, précis, parce que vous dénoncez tous ceux qui ne se sont pas déplacés d'une part, mais vous allez encore beaucoup plus loin parce que vous vous appuyez sur cette fameuse lettre du souverain, en rappelant justement que Sa Majesté a exprimé sa sollicitude dans la continuité
des dossiers qui étaient traités et l'appel qui avait été lancé quant au sort réservé au MRE de la part des administrations et institutions concernées, et souhaiter que l'on veille particulièrement à son amélioration. Et vous dites malheureusement, l'inertie constatée est préjudiciable au respect de ces directives. Alors, je vais m'appuyer avec des documents, madame, parce que je n'aime pas parler. Et il paraît qu'en justice, il faut toujours soutenir ce qu'on avance. Vous voyez ici, je ne sais pas si votre caméra, oui. J'ai pris 3 semaines sur mon temps et j'ai mis à contribution tous les amis que j'ai. Et au Maroc, en tout cas, la fraternité marche. Et nous avons invité toutes les personnes s'occupant au moins, si ce n'est pas de justice, on les a toutes invitées, mais aussi de celles qui s'occupent des MRE. Et bien je constate que ni monsieur le ministre des MRE, qui à un moment donné à la commission de spoliation avait dit publiquement qu'il y avait plus de 400 lettres qu'il avait reçues, donc c'est de sa bouche, hein, j'étais présent, il n'est pas venu, il ne s'est pas excusé. Ça nous coûte, nous, de venir de là-bas, d'organiser. Vous savez, on a essayé de faire les choses dans les règles. J'ai invité le CCME, Conseil consultatif des Marocains de l'étranger, qui à un moment m'avait contacté pour faire un livre. Je me suis déplacé aussi. C'est une perte de temps. Ils n'ont ni envoyé personne, ils ne sont pas venus. Le CNDH s'est excusé, monsieur Ezami, mais il aurait pu envoyer quelqu'un, parce que c'est un problème qui quand même touche ses compatriotes qui souffrent. Tous ces gens ne sont pas venus. Il y a des gens qui sont venus, je peux le dire ici, la Fondation Hassan II, que je remercie, par son président et son secrétaire général, qui ont toujours répondu présent. Je remercie le ministère de la Justice, qui a envoyé une personne, même si on n'est pas d'accord sur le fond, mais pas du tout. Mais je le remercie, parce qu'il a fait acte de présence. Je ne remercie pas du tout le bâtonnier de Casablanca. Je regrette qu'une profession aussi noble ne soit pas représentée pour défendre le droit. C'était ouvert, il y avait un grand monsieur qui est venu, qui aime le Maroc. Vous savez, il y a les Marocains qui aiment le Maroc, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les étrangers qui aiment le Maroc, qui aiment le roi. Et à cause de... Monsieur Rousset. Je parle de monsieur Rousset, j'avais pas... Qui a beaucoup œuvré au Maroc, d'ailleurs. Monsieur Rousset, qui en France, on l'appelle le Marocain. Donc c'est pour vous dire... Aujourd'hui... quand on écoute les histoires terribles de nos deux victimes aujourd'hui présentes en plateau, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on a l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est une réalité, ces dossiers traînent depuis X années, leur vie à tous les deux et celle de leur famille sont totalement bousillées. D'abord cette loi, ça paraît complètement invraisemblable qu'elle soit toujours active. Oui, parce qu'on va vous dire, ah mais vous savez, elle est pas rétroactive, donc ça part à partir d'aujourd'hui, etc. Moi, je ne veux pas jouer. Peu importe, parce que là, ça touche pas que les MRE. Ça veut dire que n'importe qui achète sa maison aujourd'hui doit vérifier tous les 4 ans si elle est bien à lui. C'est un truc de fou. Moi, ma question, je m'excuse, je vais vous poser une question après une question, mais c'est même pas à vous, c'est aux responsables. C'est pourquoi penser à une loi pour des acheteurs de bonne foi, alors qu'on devrait penser d'abord aux propriétaires initiaux. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Oui, ce que vous dites, en fait, ça profite en premier lieu à tous ceux, aux spoliateurs. Et puis on arrive, dans tous les pays, lorsque ça arrive, hein, de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui soit spolié en France, aux États-Unis ou ailleurs. Parce que la question a été posée à un moment donné au professeur Rousset. Il n'y a pas trop répondu, mais moi je vais répondre. Des malfrats, il y en a de partout. Un pays qui a été gangréné pendant des 50aines d'années par la mafia, c'est l'Italie. À un moment, ils ont dit stop. Et ils ont fait ce qu'on appelle main propre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu des juges qui ont été assassinés. Vous vous rappelez du juge Falcone qui s'est fait exploser. Mais au Maroc, on n'est pas en Italie. Et au Maroc, je vais vous dire une chose, et je vous le dis publiquement. La seule personne en qui j'ai entièrement confiance, ce n'est pas par peur. C'est par conviction. Je suis royaliste, marocain et patriote. Je ne suis pas nationaliste. Les nationalistes, je les déteste. Parce que défendre le Maroc dans le mauvais sens, c'est pas bon. Eh bien, la seule personne en qui j'ai confiance aujourd'hui, moi, Moussa El Kal, c'est en Sa Majesté le Roi. Je n'ai confiance en plus personne d'autre. Vous avez été déçu. Vous voulez réagir ? Oui, effectivement, je voulais préciser que quand j'ai parlé de l'ancien procureur général, c'était de l'année 2011. Et aussi du chef de la police criminelle de 2011. Aussi, je tiens à préciser ce qui m'a fait vraiment très mal, comme a dit M. Moussa. Oui, les mafias, ça existe partout dans le monde. Mais
Vous vous rendez compte que dans nos dossiers ici au Maroc, on se retrouve avec le même notaire, avec le même acheteur soi-disant de bonne foi, alors qu'ils sont impliqués dans tous les dossiers. Dans mon dossier, j'ai un médecin qui s'est présenté comme acheteur de bonne foi. Il est impliqué dans 35 titres falsifiés. Il a été jugé dans 2 autres dossiers. Il a maintenant 10 ans plus 10 ans. Quand on est multirécidiviste, est-ce qu'on peut être catégorisé comme étant acheteur de bonne foi? Non. C'est inquiétant. Non, jamais. Alors, on a aussi, ça me fait très mal, je le dis toujours, j'ai un conservateur qui a été jugé à 10 ans de prison ferme. Et vous vous rendez compte que quand je le vois à maintenant, demain je vais le voir devant le juge, il est en liberté provisoire, il me nargue. Il est impliqué dans tous les dossiers de spoliation, il est jugé et il est en liberté provisoire. De quoi vous vivez aujourd'hui? Je survis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je demande... Bah, tu peux le dire, il n'y a pas de honte ici, on est entre frères. C'est quelqu'un qui emprunte pour vivre. Voilà. Si vous voulez des chèques qu'il a fait, je suis là. Si quelqu'un veut le mettre en prison, il vient prendre ses chèques. Je vous parle sérieusement. Et monsieur aujourd'hui, ses salariés, c'est sa famille qui paye les salariés. Oui. Et ils attendent quoi? Ils attendent que moi j'abandonne. Ils attendent que Maître Lerlimi prenne ses dossiers et les dépose parce qu'il est fatigué. Sincèrement, parce que ça y est, un avocat, c'est quand même une entité économique. Il a des salariés, et aujourd'hui, lorsqu'il n'est pas payé, il peut venir parce qu'il a quand même, je m'excuse du mot, mais il a pitié de ses clients. Vous savez, je vais vous dire une chose. La première injustice, c'est lorsque vous avez une MRE qui représente ma mère ou un MRE qui représente mon père. Moi, c'est mes références. Papa nous emmenait au Maroc de force. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que mes enfants viennent au Maroc par amour, pas de force. J'ai pas envie de les forcer, mes enfants. Papa, lorsqu'il est mort, sur son lit de mort, il m'a demandé d'être enterré ici. Et ces gens-là, ils veulent nous jeter d'ici, ils ne nous jetteront pas. C'est très simple, c'est ou leur peau ou la leur. Mais juridiquement, je ne suis pas un mafieux. Et je leur dis, je les connais, j'ai la liste de tous les noms qui on ne va pas les citer, les noms. Et je ne veux pas les citer, mais je les donnerai à Sa Majesté le Roi le jour où j'aurai la chance de pouvoir le rencontrer. C'est des gens qui font un mal fou au pays. Pourquoi? Parce que les Marocains du monde sont des gens qui aiment plus que tout le Maroc, mais à un moment donné, ils vont dire stop. Ce communiqué, vous l'avez envoyé à qui? À Sa Majesté le Roi en premier, parce que c'est en lui que nous avons confiance. Et puis nous les avons envoyés à tous ces gens. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on me dit, vous savez, faut laisser le temps au temps. Quand vous avez une audience, quand vous avez 10 ans, quand vous avez 20 ans, quand vous avez 70 ans de procédure, laissez du temps au temps, mais on se paye de la gueule de qui? Et lorsque vous avez une dame Gaja qui a 78 ans, à qui on a pris sa maison, ses enfants ne peuvent plus venir ici, parce que sa maison c'est un immeuble aujourd'hui. Alors ses enfants ne viennent plus. Le même médecin. Et c'est très simple, cette dame-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a 78 ans, quand est-ce qu'on va lui rendre ses biens? À monsieur Abdeljalal qui a été jardinier, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ça y est, ses enfants ne viennent plus, et lui vient, alors qu'est-ce qu'il fait? Il passe de maison en maison. Moi je l'ai bercé 2 jours, il a de la famille, parce qu'il n'est pas originaire d'ici, il est originaire de Taurirt, donc que je salue. Je sais qu'ils attendent quoi? Le jour où il a compris que sa villa a été spoliée, il a eu un zona. Il a fallu le ramener d'urgence à Antibes pour se faire soigner. Monsieur Freyr, paix à son âme, est mort lorsqu'il a vu sur son terrain une maison. Et après, on vient nous dire officiellement, il ne faut pas vous inquiéter, il y a 37 dossiers. Il ne faut pas vous inquiéter, donner du temps au temps. Il ne faut pas vous inquiéter maintenant, par Internet, vous pouvez consulter. Mais est-ce que monsieur Okeshi, il a fait des études? Il pourra consulter ces titres. Mais ma mère, elle ne sait pas. Aujourd'hui, mon papa est mort. Ma mère ne sait même pas ce que c'est qu'Internet. Et alors le portable, il paraît que lorsque le titre sera touché, on va envoyer un message sur portable. Mais le portable de Madame El Kalabiba, il n'y en a pas, vous pouvez chercher. Donc c'est des mesures qu'ils auraient fallu prendre avec nous. Et nous avons fait des propositions concrètes. Je les ai faites. Vous savez, j'ai la rage parce que un jour, j'avais prévu de partir en vacances avec mes enfants. Parce qu'avant, les vacances, c'était au Maroc. Maintenant, pour moi, le Maroc, c'est pas des vacances. J'embête ma propre famille qui en a marre de moi. Et donc, je devais partir en vacances avec eux le 4 août. Figurez-vous qu'on m'appelle le 3 août à 21h pour participer à la commission anti-spoliation le 4 à 10h. Allez dire ça à 3 enfants et à une dame qui vous dit, mais ça suffit. J'ai annulé mon voyage, j'ai participé et sincèrement, j'ai fait des propositions concrètes. C'est quoi? Des propositions concrètes, c'est une chambre spéciale pour juger ces affaires. Pourquoi? Parce qu'on verra exactement tous ceux qui sont impliqués.
entre ceux qui achètent, ceux qui se revendent, les juges qui jugent, les enquêteurs. Et puis on verra exactement comment se déroule le processus de la spoliation. Et c'était pour faciliter. Je voulais aussi qu'il y ait des policiers spécialisés, pas 36, une petite brigade qui au bout d'un moment va comprendre exactement le rouage et ça va simplifier les choses. Je voulais qu'on fasse une loi. Pourquoi une loi? Parce que souvent, ceux qui commencent la spoliation sont la famille. Et donc par conséquent, comme en France, l'article 777-778 du Code civil, c'est-à-dire déshériter l'héritier qui veut spolier. Eh ben voilà, tu veux voler tes frères, eh ben t'as plus rien. Mais au Maroc, on peut pas faire, on est musulman. Mais lorsqu'on est musulman, on vole pas. On va être obligé de clôturer parce que bien évidemment, on a largement débordé. Abdelhaïd, vous y croyez encore ou plus du tout, vous? Ma vie est dramatique par la mauvaise foi. Et on nous avance la bonne foi. C'est de la mauvaise foi à plusieurs niveaux. On ne peut pas, il n'y a pas de bonne foi qui peut spolier un propriétaire et créer à partir du faux du vrai. C'est inimaginable. C'est pas à la hauteur de l'intelligence marocaine. Moi, j'y crois parce que il y a deux éléments très importants qui sont avec nous. Il y a la lettre royale, et je ne vais pas la lire en entier, pourtant je la lis tout le temps parce que vraiment ça me donne de l'énergie. Je lis une chose. وعين من جلالتنا الشريفة بخطورة هذه الظاهرة وبما تشكله من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة. La Constitution. Garantie par la Constitution. Voilà, garantie par la Constitution. On veut créer des lois au-dessus de la Constitution. Mais c'est un vrai... C'est la déraison. Je sais pas, moi, le peuple marocain est très intelligent. Donc vous y croyez déjà? J'y crois parce qu'il y a la plus haute autorité du pays, qui est Sa Majesté, qui a une lettre, mais vraiment d'un style mais vraiment très rigoureux, et la Constitution. On ne vient pas chercher transformer de la mauvaise foi en bonne foi. Si vous me le permettez, sincèrement, très rapidement. On va donner le mot de la fin. Le premier anti-spoliateur, c'était Mohamed V, qui a récupéré, c'est le père de la nation. Grâce à lui, nous avons eu notre indépendance. Le second, c'est Hassan II, Allah yarhamou, parce qu'on a récupéré notre Sahara, notre territoire. Et le troisième, celui en qui je crois aujourd'hui, c'est Mohamed VI, que Dieu nous le préserve, sincèrement. Parce que sinon, nous avons des gens qui sont sans foi ni loi. Ils sont minoritaires. Simplement, au Maroc, vous savez, on a cette habitude, mi-ek, aïn mika. Il n'y a pas d'aïn mika. Dieu m'a donné des yeux, c'est pour voir, et une bouche pour parler. Je ne suis pas venu ici, je ne suis pas une marionnette. Faisal, je vous donne, Kimia, je vous donne le mot de la fin. Est-ce que vous y croyez encore? Je crois en Dieu, en Sa Majesté, et surtout quand il a donné des ordres directs dans la lettre royale d'éradiquer ce fléau, d'éradiquer cette mafia. C'est ce en quoi je m'accroche et j'attends toujours un jugement pour avoir mes biens avec ma famille et que ma mère, ma soeur et mon frère rentrent au Maroc pour jouir de nos biens. Bien sûr. Inch'Allah. On va marquer une petite pause parce qu'il est déjà 13h43. Bien évidemment, à tous les auditeurs qui nous écoutent, vos témoignages, oui. Si je peux placer un mot, oui. Dans l'émotion générale, il faut remercier les médias qui vraiment nous soutiennent et qui sont vraiment qui nous épaulent. C'est notre rôle. On vous remercie infiniment à travers vous, tous les médias qui sont. Et on continuera à suivre bien sûr ce dossier. Et n'hésitez pas à réagir. On va vous mettre bien évidemment ce podcast en ligne, en images également, puisqu'il y a des documents importants qui ont été montrés par les uns et par les autres. On y reviendra même très très prochainement. Et n'hésitez vraiment pas à nous écrire, que ce soit à Radio 2M ou pour yabiladi.com. 13h44, on marque une petite pause musicale et puis on va partir en voyage. Super. Ça va nous faire du bien là. Oui, on en a besoin. À tout de suite. Merci beaucoup. 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 À tout de suite. Merci beaucoup.